On se retrouve une seconde fois pour ce deuxième numéro pour parler comme d'habitude des sujets marquants de l'actualité de la semaine en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons deux sujets au programme, deux sujets qui ont été à la une. On va commencer d'abord par ces nouvelles sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina Faso et puis la Guinée. Ces trois pays qui sont dirigés actuellement par des militaires. Les chefs d'État se sont réunis durant le week-end et ont décidé de corser un peu les sanctions qui existaient déjà sur ces pays-là. On va en discuter avec des invités qui sont en ligne cette fois-ci. On va ensuite prendre la direction du Burkina Faso pour parler de cette affaire qui fait polémique depuis quelques jours. La réanimation des restes du président Thomas Sankara et de ses compagnons. La cérémonie s'est déroulée jeudi dernier. La famille Sankara n'a pas été d'accord avec le plan proposé par le gouvernement. Tout s'est donc fait sans cette famille. On va retrouver à Ouagadougou des invités également pour débattre de cette actualité. Ce sont donc les deux sujets au menu de ce numéro de Affaires régionales. Fidèles téléspectateurs et internautes de B-News, merci pour votre fidélité. On va commencer par la présentation de nos invités qui sont cette fois-ci tous en ligne. L'un est à Bamako au Mali et l'autre à Dakar au Sénégal. On commence par le Sénégalais qui s'appelle Ibrahima Kane, qui est un analyste politique et un spécialiste des organisations communautaires sur le continent de la CEDEAO notamment. Monsieur Kane, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Caro pour l'invitation et bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci. On va retrouver à Bamako cette fois-ci Mamadou Malik So, qui est un économiste enseignant-chercheur. Il est analyste politique. Monsieur So, bonjour et bienvenue à vous sur B-News. Bonjour Carl, bonjour Monsieur Carl, bonjour aux auditeurs et auditrices de B-News. Alors, on va commencer par vous. Vous êtes malien, vous avez suivi cette réunion de chefs d'État de la CEDEAO en marge de la réunion ordinaire de l'Union africaine durant le week-end passé. De nouvelles sanctions sont tombées. Les dirigeants, les membres du gouvernement, des gouvernements du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, ainsi que des hauts fonctionnaires de ces États ne sont plus autorisés à voyager. Quelle lecture en faites-vous? Merci Carl, merci à tout le monde. Tout à fait. Les sanctions auxquelles nous faisons face, ou les autorités maliennes font face, ne sont pas les premières. Ces sanctions ont toujours été là. Ce n'est pas ces sanctions qui effectivement, ces sanctions ne concernent que ceux des États concernant l'Afrique de l'Ouest ou la CEDEAO. Et pas tous les États non plus. Le premier ministre malien, il est parti au Burkina. Les ministres maliens vont en Guinée. Ils vont également, effectivement, en Mauritanie. Ces sanctions, pratiquement, n'ont pas, pour moi, à mon sens, d'effet jusqu'à ce point qu'on peut imaginer. Les effets des sanctions, il y a des effets des sanctions qui n'ont pas encore été levés. Il y a certaines barrières frontalières qui n'ont pas été levées. On l'avait dit simplement verbalement. Mais arrêtez ces sanctions-là jusqu'ici, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, est-ce que les sanctions ont été levées? Les frontières sont encore fermées, je vous le dis. Donc, la question de voir des dirigeants ou des responsables de l'État, ce n'est pas une sanction, à mon sens, qui réellement a un effet, qui peut effectivement contraindre l'économie malienne ou mettre la sécurité malienne en danger, ou encore même le processus sécuritaire au Mali. En fait, ces sanctions de la CEDEAO, de quelles sanctions s'agit-il? Qu'est-ce que la CEDEAO apporte concrètement au Mali pour qu'on puisse apporter, qu'on dise que ces sanctions-là ont un impact négatif sur le Mali? Ces sanctions ont démarré quand? Mais elles sont là depuis longtemps. Si ces nouvelles sanctions-là, pratiquement, est-ce que tous les Maliens ont besoin de voyager, franchement, les dirigeants maliens ont tous besoin de voyager pour régler le problème du Mali? Il y a 12 émissaires du Mali qui peuvent franchement être également des dirigeants maliens. Oui, mais on le dit souvent, mais bon, un pays, vous le savez bien, n'est pas appelé à vivre en autarcie. Ce sont des pays qui sont appelés à s'ouvrir à d'autres, à aller négocier des contrats à l'extérieur, tout et tout, mais quand on a cette interdiction de voyager, ne me dites pas, Monsieur So, que ça n'a aucun effet sur les dirigeants. Est-ce que vous pensez que le Mali vit en autarcie? Est-ce que c'est le Mali qui a fermé les frontières? Les sanctions sont venues d'où? Lorsque vous voulez contraindre un pays à aller dans votre direction, quelle direction impose-t-on au Mali?
uniquement faire les élections. Faire des élections dans un pays dont les 2 tiers sont occupés par des terroristes, grâce à l'appui international, que tout le monde connaît, un pays dans l'autarcie, c'est ce que nous souhaitons, un système de gouvernance qui appelle également ses mea culpa, où les gens sont là observant tout un peuple accroupi dans la misère, un syndicat de chefs d'État, soi-disant une organisation sous-régionale, défendant les intérêts des Maliens plus que les Maliens, ou aimant le Mali plus que les Maliens. Car je me pose des questions là. En fait, qu'est-ce que la CEDEAO veut là? On va y revenir, Monsieur Son, on va y revenir le temps d'écouter aussi Rahima Khan, qui nous suit, qui est avec nous depuis Dakar. Monsieur Khan, dans un premier temps, vous êtes un spécialiste de cette organisation communautaire, la CEDEAO. Quand on dit qu'on impose des interdictions de voyager à des dirigeants, concrètement, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Il faut comprendre l'interdiction pour ces personnes-là de se déplacer dans l'espace CEDEAO. Par exemple, que des dirigeants maliens puissent venir à Dakar ou aller en Côte d'Ivoire, ou que des Guinéens puissent aller au Nigeria ou au Bénin. L'idée, c'est que vraiment la CEDEAO doit montrer qu'elle n'est pas contente de l'attitude prise par ces dirigeants-là, et donc limite leur marge de manœuvre, leur interdit de se déplacer dans l'espace sous-régional. Mais pour le reste, s'ils peuvent aller à Alger ou bien en Mauritanie, bon, ça, libre à eux de le faire. Mais dans l'espace CEDEAO, il y a des restrictions pour leur mouvement. Alors, vous dites dans l'espace CEDEAO, mais très souvent, on sait que ces sanctions de la CEDEAO sont endossées par les autres organisations régionales, que sont l'Union africaine, qui sont parfois l'Union européenne. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que ces organisations aussi emboîtent le pas à la CEDEAO? Tout à fait. Par exemple, pour le cas de l'Union africaine, on attend la prochaine réunion du Conseil de paix et de sécurité qui aura lieu au mois de mars pour entériner les décisions prises par la CEDEAO, ce qui veut dire que une fois que c'est endossé par l'Union africaine, l'interdiction couvrira tout le continent, effectivement. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, ça sera dans un mois. Alors, Karl, si tu le permets, allez-y. Juste rebondir sur l'intervention de mon frère malien pour lui dire que les sanctions ont quand même, au-delà de leur symbolisme, signifient quelque chose pour ces pays. Si les sanctions ne signifiaient rien, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée ne se seraient pas rendus à Addis pour discuter avec les dirigeants africains, notamment le nouveau président en exercice de l'Union africaine, pour voir ces sanctions levées. Ça veut dire que d'une certaine manière, ces sanctions, politiquement, impactent sur les relations que ces 3 pays-là ont avec le reste des pays de l'Afrique de l'Ouest et le reste du continent. Donc ces sanctions ont quand même une certaine signification, une importante signification qui explique ce déplacement-là et cette demande. Alors, il faut préciser qu'avant ces nouvelles sanctions portant sur des interdictions de voyager, ces 3 pays étaient suspendus de toutes les instances de la CEDEAO. Et c'est pour ça, justement, que des ministres des Affaires étrangères de ces 3 pays s'étaient retrouvés le 9 février dernier à Ouagadougou pour demander à l'organisation régionale de lever ces sanctions, de leur permettre de revenir pleinement dans l'organisation. Avec cette réponse de fermeté, est-ce que la CEDEAO, M. Khan, ne pousse pas ses dirigeants vers la radicalisation? Peut-être oui, peut-être non. Non, parce que même au niveau de l'Union africaine, il y a maintenant un débat qui a commencé et qui a été qui s'est demandé s'il ne fallait pas commencer une réflexion sur la question des sanctions en Afrique contre les États.
avec cette différence-là que vous savez que au niveau du continent, il n'y a que des suspensions qui sont posées par l'Union africaine, alors que dans les communautés économiques régionales comme la CEDEAO, qui est le modèle le plus élaboré en matière de sanctions, il y a une gradation dans les sanctions. Et donc, cette réflexion sur les sanctions peut-être amènera aussi bien l'organisation continentale et la CEDEAO à réfléchir davantage sur la meilleure façon de sanctionner les dirigeants de ces États sans pour autant avoir un impact très négatif sur la vie quotidienne des populations. Ça, c'est un aspect de la question, et je pense que les semaines et les mois à venir vont nous permettre de savoir dans quelle direction vont les communautés économiques et l'Union africaine sur cette question-là. Mais de l'autre côté, les sanctions n'ont pas été prises dans un, comment dirais-je encore, vacuum total. Les sanctions ont été prises parce que ces États, ont violé l'ordre juridique de la CEDEAO. Il y a eu des coups d'État dans ces trois pays. Ensuite, parce que ces États devaient s'engager pour organiser une transition. Et dans ces pays, selon les degrés, quand on lit le communiqué de la CEDEAO, il semble bien qu'au niveau du Burkina Faso, tout est bien. Au niveau du Mali, les choses semblent bien parties, mais c'est au niveau de la Guinée où vraiment ça ne marche pas du tout. Et donc, pour moi, les sanctions qui viennent d'être prises visent plus les autorités militaires guinéennes que le reste de la région, parce que les Maliens, eux, ils ont pratiquement connu toutes les sanctions. Ils sont allés jusqu'aux sanctions économiques. C'est ça. Alors, monsieur Sow, on va écouter aussi monsieur Khan, je vous l'ai dit, on écoute Malick Sow à Bamako et on revient à vous. Alors, les dirigeants, comme nous le rappelait Ibrahima Khan, de ces pays, les ministres des Affaires étrangères notamment, étaient à Addis Abeba lors du sommet de l'Union africaine pour négocier la levée des sanctions que la CEDEAO imposait toujours à leur pays. Ça n'a pas marché. Est-ce que, quelque part, quand on prend le cas du Mali, dont vous êtes un citoyen, il n'y a pas un peu de flou dans le processus de transition, ce qui conduit justement l'organisation régionale à prendre ces nouvelles sanctions contre des autorités, monsieur Malick Sow? Avant d'arriver à ça, je pensais d'abord à quand effectivement que les trois ministres sont partis d'abord de Ouagadougou pour arriver à Addis Abeba, effectivement, pour demander effectivement la levée des sanctions. Mais je rappelle, si les sanctions étaient efficaces, comment on peut enregistrer 6 coups d'État en si peu de temps dans ces États-là? C'est la question. Comment on peut sanctionner un État et ensuite on reprend le coup d'État pendant qu'on est dans les sanctions? Les dirigeants de l'Union africaine qui sont en train de réfléchir sur c'est-à-dire que la pertinence des sanctions doivent réfléchir d'abord à cette question avant de poser d'abord la question est-ce que ces sanctions sont efficaces ou pas? Qu'est-ce qui a motivé les coups d'État successivement pendant que ces États sont encore dans les sanctions? Et donc, on réfléchit sur ce sujet. Un autre aspect de l'analyse. Mais on a sanctionné le Mali. En juin, je te rappelle seulement en juin 2022, quand je vous disais que si sanctionne le Mali va se retourner vers d'autres pays frontaliers. C'est la Guinée, c'est également la Mauritanie. Même si demain la Mauritanie faisait embattre le pas de l'Union africaine, vous pensez que le Mali serait isolé? Absolument pas. Absolument pas. Le Mali maintient sa position parce que le Mali est dans un pays d'insécurité. Et je l'ai précisé, je le répète, quand ça éclabousse le Mali, tous les pays de la sous-région vont être éclaboussés par la même position d'insécurité. Ceux qui ont mené l'insécurité au Mali, on le sait très bien. Ceux qui ont déstabilisé la Libye et qui ont mené l'insécurité et qui ont fait déferler ces terroristes-là sur le Mali, le savent très bien. Ceux qui aiment ces terroristes, on le sait très bien. L'Union africaine est financée par qui? On le sait très bien. Le Mali connaît très bien. Ceux qui financent également la CEDEAO, on le sait très bien. Le Mali est sorti de ce jeu, c'est terminé. Ça, c'est fini. Les sanctions, là, comme j'ai l'habitude de dire, le Mali a obtenu une solution de substitution.
Si les sanctions étaient affairissantes là, c'est qu'on traitait le Malien de fou, de dingue, de n'importe quoi, entre guillemets, dont la personne de Alassane Ouattara, je ne sais pas le dire, et puis l'ancien premier ministre Boubou Cissé, en traitant d'idiot. Mais où en sont-nous? Ils disent qu'ils ne tiennent même pas une semaine. Mais pourtant, on a tenu 7 semaines, 7 mois plus tôt. Alors, arrivons à votre question. Nous jouons au fond. Quel fond jouons-nous? Notre constitution est très claire. Nous avons déjà mis cette constitution à terre. On a cohabité avec la charte. On a fait de faire une nouvelle constitution. On a créé l'ESH. On a fait la nouvelle loi électorale. On a fait pas mal d'instruments juridiques. Je dis ça, la gestion et la bonne gouvernance. En Guinée, sans faire un sujet, quand fait une émission spéciale, pourquoi les coups d'État en Afrique ou sénégalement au Mali et dans la sous-région? On va vous expliquer pourquoi. Si nous devons nous trouver dans cette liturgie que les gens imaginent à tout prix, on doit s'aligner derrière la CEDEAO. La CEDEAO veut quoi? Il n'y a pas les élections. Élections sur quoi? Sur quelle base? Dans quel pays? La constitution maintenant est très claire. Un pays qui occupe un budget, on ne sait pas. Oui, mais monsieur So, le Mali, après tout, hein, c'est une république. Non, laisse-moi t'expliquer qu'il n'y a pas de fou là. Oui, Il n'y a pas de fou. oui, permettez un peu la discussion. C'est une république, le Mali. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment en transition non plus. D'accord, mais la transition a-t-elle commencé historiquement au Mali seulement? Mais nous gérons notre problème conformément à nos réalités, à nos contextes. Ceux qui étaient censés nous aider, ils ont lâché en plein vol, comme on le sait. Personne n'a contesté ces propos-là. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les questions sécuritaires? On va faire les élections où là? À Maroc tout court, au nom de 20 millions de Maliens, pour élire qui? Quel homme politique? Ils sont tous trempés. On est en train d'assainir tout au Mali. On est en train de mettre l'ordre dans le pays. On est en train de refonder l'État. On va refonder l'État en faisant n'importe quoi, ou le saupoudrage. Excusez-moi du terme. C'est ça le flou? Ou c'est ça que vous appelez le flou? Mais à ça, je voudrais que vous me disiez ce flou dont vous nous appelez tout long. À ça, je vous donne la vraie réponse. L'État malien est en train de suivre son cheminement. On a un programme gouvernemental, la transition, qui est décliné à pratiquement à plus de 100 indicateurs de performance. On est en train de préparer les élections. On est en train de lutter contre l'insécurité. On est en train de s'armer. Et on est en train de nous poser des questions. Faire les élections avec qui? Est-ce que la CEDEAO est capable de sécuriser les élections au Mali? Qu'est-ce qu'ils ont comme moyen pour sécuriser les élections? Comment le Mali va tenir uniquement aux élections? Et si le Mali était ce pays-là, donc que nous considérons comme un pays instable ou cela, pourquoi les pays voisins nous demandent des céréales? En ce moment, je te rappelle, je t'avais dit qu'on va fermer les frontières, les céréales ne passeront pas. Les sanctions ne concernent pas que le Mali seulement. Les autres vont en pâtir également. Les autres vont en pâtir. Alors, mais les voies sont mises par rapport aux sanctions économiques là. Alors, s'ils ferment les frontières dans nos États, on ne nous interdira pas d'aller en Guinée ou d'aller en Burkina Faso quand même. On n'a pas que les partenaires africains seulement. On a d'autres partenaires internationaux. On a d'autres partenaires internationaux. La diplomatie malienne est très forte. Elle a débloqué des choses que les autres États, certains chefs d'Afrique n'ont pas pu débloquer. Je parle pas loin, moi qui a été là-bas. Qu'est-ce qu'il a pu débloquer par rapport également à l'ordre des affaires étrangères? On a une très bonne diplomatie et ça marche très fort. Alors les sanctions là, moi je vous dis, les sanctions ne font que renforcer l'unité autour du système de gestion actuel du pays. Ce n'est pas Smith qui commande au Mali, c'est tout un peuple debout derrière le chef de l'État. Et ça, je t'avais posé la question si ce sont ces chefs d'État qui constituent simplement un syndicat de chefs d'État qui décide au nom de 20 millions de Maliens, qui peuvent décider au nom des Maliens. Monsieur So, quand vous me posez cette question, je vous réponds toujours que le Mali est quand même dans un ensemble qu'on appelle la CEDEAO, jusqu'à ce que vous décidez de vous retirer. Les décisions, les règlements de cette organisation s'imposent quand même au pays, et ce qui se fait n'est pas est nihilo, c'est des lois, c'est des règlements que la CEDEAO ne fait qu'appliquer. On ne l'oublie pas aussi. D'accord, on ne l'oublie pas, mais s'il nous pousse à la sortie, on sortira. Ce n'est pas la première. Le Maroc a fait plus de 25 ans, il n'est pas parti à l'Union africaine. 25 ans? Ça, on oublie ça.
Et qu'est-ce qui l'a empêché au fonctionnement normal du Maroc? Le Maroc n'est pas le Mali, comprendre n'est pas forcément raison. Voilà, on reviendra à vous, monsieur Sow. Ibrahima Khan attend et veut intervenir, on va l'écouter aussi. Il y a ces voix qui s'élèvent de plus en plus au Mali pour demander aux dirigeants actuels du pays de se retirer à défaut de la CEDEAO pour complètement en finir avec cette organisation. On a vu le 9 février dernier, comme je le rappelais, cette sorte d'ensemble qui s'est créé entre le Burkina Faso, le Mali et puis la Guinée, ces pays qui sont actuellement dirigés par des régimes issus de coups d'État. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils donnent un coup de pied dans la CEDEAO et tentent d'aller voir ailleurs? Ils peuvent l'essayer, mais je pense que les dirigeants maliens sont des gens très raisonnables, sont des gens très réfléchis et qui regardent aussi la géographie de leur pays avant de prendre une décision. Le Mali est un pays qui n'a pas d'accès à la mer. Le Mali est un pays qui a besoin d'autres pays de la CEDEAO pour accéder, pour même faire venir sur son territoire les biens achetés ailleurs. Les Maliens sont des gens très mobiles. Les Maliens, on les trouve un peu partout en Afrique. Et ce sont les règles de la CEDEAO et d'autres organisations qui gèrent leur mobilité à travers le continent. Et puis, sortir de ces organisations, ça veut dire, d'une certaine manière, insulter la mémoire des dirigeants maliens comme Modibo Keïta qui ont toujours œuvré pour l'intégration africaine et l'Union africaine. Vous n'oubliez pas que Modibo Keïta a joué un rôle fondamental dans la mise en place de l'organisation de l'unité africaine en 1963 à Addis Abeba. Donc je pense que, et puis ce qui est important à savoir, c'est que si aujourd'hui le Mali se trouve dans cette situation, c'est que c'est la classe politique malienne, c'est les dirigeants maliens de l'époque qui ont mis le pays dans cette situation-là. Et donc, les dirigeants actuels doivent prendre en charge ces situations-là, les gérer de manière à ce que l'on puisse vraiment retourner à une situation aussi bien légale au Mali, mais aussi à une situation qui respecte les normes de la CEDEAO qui ont été écrites avec, comment dirais-je encore, une contribution malienne, ne l'oublions pas, le Mali est un membre fondateur de la CEDEAO. La deuxième chose que je voudrais dire, oui, c'est vrai que aujourd'hui, dans les conditions actuelles, des élections ne peuvent pas être organisées au Mali. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que on a un régime militaire qui est venu au pouvoir, un régime militaire qui a accepté qu'une transition soit organisée au Mali pour un retour des civils au pouvoir et qui a élaboré un chronogramme, mais faisons en sorte que ces militaires respectent ce chronogramme, que ces militaires fassent tout pour aller dans la direction et ils l'ont déjà commencé. Il y a un projet de nouvelle constitution, il y a des textes qui sont en voie d'élaboration pour avoir une nouvelle loi électorale et autres. Ce qu'on demande aux militaires maliens, en attendant de régler la question sécuritaire, c'est au moins de respecter la parole donnée, c'est de respecter les différentes étapes qu'elles ont eux-mêmes déterminées. Oui, Monsieur Ibrahima Sow, c'est une exigence qu'on fait souvent, c'est quelque chose qu'on exige souvent des autorités maliennes, mais bon, vous n'ignorez pas que c'est un pays presque en guerre où environ 2/3 du territoire sont sous occupation des terroristes. On a l'impression que ça ne préoccupe pas vraiment la CEDEAO qui ne pense qu'à aller aux élections. Est-ce qu'on peut organiser des élections? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne pense pas que les gens de la CEDEAO soient aveugles et les gens de la CEDEAO soient des nihilistes ou autres. Ce qu'il y a, c'est que il y a une transition qui est en cours. Il faut qu'on respecte le chronogramme de la transition. Maintenant, quand viendra le moment des élections, parce que jusqu'à présent, on parle des actes qui doivent être posés jusqu'à ce que l'on envisage maintenant l'organisation des élections. On n'est pas encore arrivé là. Mais il faut que ces dirigeants
fasse tout pour mettre en place l'ensemble des règles, l'ensemble des institutions qui devraient aider à l'organisation des élections et en retour à une situation constitutionnelle normale. Maintenant, quand le moment viendra, peut-être maintenant, je pense qu'il reste 1 an pour la transition au Mali, quand le moment viendra maintenant de l'organisation des élections, mais les dirigeants de la CEDEAO, compte tenu de la situation au niveau du terrain, prendront les décisions qu'il faut à ce moment-là. Mais on ne peut pas arguer de cette situation pour refuser de mettre, en tout cas d'appliquer les choses sur lesquelles on était déjà tombé d'accord avec les dirigeants de la CEDEAO. Donc pour moi, une chose est de suivre les différentes étapes de la transition, une autre chose est de travailler pour sécuriser la totalité du pays afin de pouvoir organiser les élections. Les dirigeants maliens ont pris l'engagement de libérer leur territoire. Bon, on les attend sur cette question-là. Mais bon, Monsieur Khan, je reste un peu encore avec vous. Monsieur Khan, permettez, je reste quelques minutes encore avec vous. Le Mali actuellement a des priorités. Est-ce que vous pensez que ce pays qui a été soumis pendant de longs mois à des sanctions économiques, qui a des problèmes économiques et financiers, a les moyens de parler aussi bien de la transition, de comment organiser les élections et de s'acheter des armes pour faire la guerre contre le terrorisme? Est-ce qu'il ne faut pas prioriser? Oui, mais n'oubliez pas, Karl, que un des points qui a été discuté la semaine dernière, c'était aussi pour la mise en place de cette force régionale. Et cette force régionale, on en sait plus, puisque la CEDEAO envisage de mobiliser immédiatement $1 milliard de dollars pour travailler dans cette direction. Je pense que l'un ne peut se faire sans l'autre. Mais encore faut-il qu'il y ait de la bonne volonté. Le Mali a subi des sanctions économiques très sévères. Ça, je le reconnais. Je suis contre ces sanctions qui ont plus impacté sur la population que sur les dirigeants eux-mêmes. Mais en même temps, ce sont ces dirigeants qui ont poussé l'organisation régionale à aller à ce niveau de sanctions. C'est ça. On va écouter maintenant, permettez, on va écouter Malik. On va écouter Malik Sow. On n'a plus beaucoup de temps. On va aller un peu plus vite, chers invités. Malik Sow, vous êtes interpellé quelque part. Monsieur Khan dit que ce sont les autorités maliennes qui ont poussé les chefs d'État de la CEDEAO à prendre ces sanctions, des sanctions qui frappent le pays depuis que Assimi Goïta a pris le pouvoir. Si les chefs d'État effectivement de la CEDEAO avaient compris, selon les propos de Khan, qu'on ne peut pas faire les élections comme ça parce qu'il faut tenir compte de la situation sécuritaire, il faut tenir compte de certaines choses. Mais malgré tout ça, vous-même, quand vous avez avancé que c'est un pays qui est ancré dans le terrorisme, c'est un pays qui est sanctionné. Mais comment vous voulez imposer un pays qui fait face au terrorisme, qui fait face à l'insécurité, qui fait face à des sanctions économiques, et vous voulez l'imposer les élections? C'est vrai, je te dis une fois, la démocratie ne se réunit pas aux élections. Quand a dit, il me renforce dans ma conviction qu'effectivement, comment on est dans cette situation? Parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Cette gouvernance vertueuse que nous voudrions, cette gouvernance vertueuse qui devait découler de la manière dont Modibo Keïta et autres là ont géré le Mali, dont la finalité avec la fédération également du Sénégal n'a pas marché. On sait bien les causes et les raisons. Si cette gouvernance a été mal gérée par les tenants du pouvoir, alors les IDK et autres là, mais qui voudrait qu'on dise c'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance? Parce qu'on a imposé à ces États au Mali en son temps de faire la gouvernance sans les réformes institutionnelles et politiques à la matière. Mais malgré tout cela, on ferme les yeux. Je répète, un syndicat de chefs d'État voulant sanctionner un certain nombre de dirigeants, sanctionne un peuple, tout un peuple, pensant que c'est la mesure, que le peuple va se soulever. Mais c'est aussi dit, je vous dis, ce serait l'effet contraire. Les Maliens resteront soudés. Jamais une mobilisation pareille n'a jamais été faite en Afrique. Plus d'1 million de populations sorties pour signer un régime de transition. Malgré que c'est un régime militaire. Ne jetons pas de la terre sur les militaires. Et pourtant, ceux-là qui se fait effectivement chantant la bonne gouvernance d'histoire ont dilapidé dans ce pays 1485 milliards. 1485 milliards.
ces jeunes qui sont arrivés en moins de 2 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pratiquement investi l'argent du contribuable malien dans les avions, dans la sécurité. Toutes ces attaques-là qui rasaient les villages entiers, ont égorgé les femmes enceintes, on brûlé les greniers. Lorsque nous en sommes aujourd'hui avec ce rappel historique-là, pourtant cela n'existe pas. Maintenant, Karl, en revenant à votre question, c'est la même question que je me pose. Nous imposer, comme Karl le disait, nous allons poursuivre notre continentalité. Oui, on n'a pas de débouché à la mer. Oui, on a des passages qui ont des débouchés à la mer, comme la Mauritanie, comme effectivement la Guinée. On va profiter. Mais aussi les autres pays de la CEDEAO qui pensent sans avoir la débouchée à la mer, comme le Niger. S'ils pensent qu'ils peuvent également s'approvisionner sans passer par le Mali, c'est trop. Ils peuvent passer par la Côte d'Ivoire. Là, c'est trop aussi. Notre continentalité fait également d'autres richesses économiques sur le plan agricole, fait que nous sommes aujourd'hui un réservoir économique. Parce que Macky sait très bien que nous, le Sénégal a plus de 675 milliards de cette exportation qui vient du Mali. Je précise, 675 milliards de cette exportation. Oui, monsieur So, très souvent, c'est cet exemple que vous donnez. Est-ce que ça ne frise finalement pas le chantage? Parce que les autres ont besoin de vous. Non, ce n'est pas du chantage. Au contraire, sachant très bien que nous sommes dans un pays d'insécurité, sachant très bien que nous sommes dans un pays terrorisé, sachant très bien que quelqu'un d'autre est en train de financer la CEDEAO quelque part, ils sont eux-mêmes, qui sont manipulés au sein de la CEDEAO. Comment les chefs d'État ayant également des fonds de souveraineté ne peuvent pas financer la CEDEAO? Nous savons très bien les fonds de la CEDEAO, ce que ça vient là. S'il y a des pays en France, on fait en France pour les prendre, disons, avec des enfants. Pour venir nous informer, oui, la CEDEAO décide de ceci, la CEDEAO décide de cela. Mais c'est tout ce du chantage qu'on fait au Mali, au contraire. Pour nous faire comprendre qu'on n'a pas de débouché à la mer. Au contraire, c'est le chantage qu'on fait au Malien. Mais nous aussi, on a la réponse à tout ça. On va accepter d'aller à l'école des institutions d'un bien contre un autre bien. Aujourd'hui, je te l'ai dit, je vais le répéter, l'armée malienne est l'armée la plus forte de la sous-région. Parce qu'on a si bien investi. Alors, monsieur So, vous me le dites souvent, mais ça reste à vérifier quand même. C'est à vérifier ce que je t'ai dit quand il disait qu'on va faire une force régionale. Mais de quelle force parle-t-on là? Ce n'est pas les dollars qui vont faire une armée. C'est les hommes, c'est la formation, c'est les armes. Le Mali en a suffisamment aujourd'hui. Si le Mali n'en avait pas, on n'allait pas avoir ces attaques-là réduites pratiquement. Les gens sont en train de retourner dans les villages, malgré qu'il y a des attaques sporadiques ça et là. Mais qui sont en train d'aller mettre ces attaques-là? Si ces États-là se soutenaient, pourquoi on n'avait pas également demandé à ce qu'également la France soit traduite devant le Conseil de sécurité? Pendant qu'on a foulé le territoire malien 52 fois, avec toutes les preuves, et je me rappelle de l'avoir dit, c'était le 16 août 2022. J'ai toutes les preuves de ce que j'ai dit. Si la CEDEAO veut continuer à sanctionner, le Mali ne serait pas le seul pays à en pâtir. Nous sommes interdépendants. Le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina, les uns vivent des autres. Le Mali est un réservoir céréalier. Le Mali est un pays agricole. Le Mali est un pays d'éleveurs. Chacun viendra chercher sa part ici, comme nous devons aller chercher chez les autres. C'est avec qui on a de bons rapports. On traitera avec ceux-ci. Ceux qui ne veulent pas traiter avec nous là, mais écoute, on les oblige pas non plus. Alors, est-ce que, monsieur So, une dernière question, Malik So, une dernière question rapidement, avant de vous laisser partir. Alors, est-ce que il n'est pas temps maintenant de penser à mettre balle à terre, de trouver un terrain d'entente avec les dirigeants de la CEDEAO, que d'être chaque fois dans l'affrontement, dans le bras de fer? Je parle des autorités maliennes, bien évidemment. Si les autorités maliennes avaient l'intention de faire le bras de fer, on n'allait même pas les rencontrer. Nous, les inviter encore par voie de presse, avant de nous, encore moins aller à l'Union européenne pour aller discuter ce problème-là. Première réponse. Deuxième réponse. Les portes du Mali, comme tout l'a dit le ministre des Affaires étrangères, restent ouvertes. Mais on doit presque directeur de gestion de notre affaire. Donc, nous gardons et nous substituerons notre souveraineté à aucun prix. Et rien ne nous fera changer. Même ceux-là qui viendront après ces jeunes militaires-là, s'ils changent de direction, en piétinant ces trois principes, ils vont en pâtir. Et un autre coup d'État n'est pas à exclure. Aucun pays n'a l'abri d'un coup d'État. Aucun pays en Afrique.
je le dis, je le répète, aucun pays n'est à l'abri des putsch en Afrique. Alors, avant de vous laisser partir, Monsieur Sow, avant de vous laisser partir, je vous pose la question qui fâche souvent. Est-ce qu'effectivement, Assimi Goïta et son équipe ont vraiment la volonté d'organiser des élections pour passer le pouvoir à un pouvoir démocratique civil? Monsieur Khan disait, il faut les laisser préparer tout au bon moment. Quand le moment viendra, ils vont faire les élections. Il avait dit non. Et pour s'apprécier, est-ce que les élections, la gouvernance sérieux aux élections? Est-ce que les élections nourrissent les Maliens? Ce n'est pas une question d'élection le Mali. Le Mali n'a pas un problème d'élection. Le Mali a un problème de réforme institutionnelle profonde qui est en train de s'effectuer. Mais malgré le passage de Goudron ici, non, réforme institutionnelle, Monsieur Sow, je suis obligé de vous couper. Réforme institutionnelle avant de vous laisser partir, hein, c'est pas la priorité d'une transition. Réforme institutionnelle, un pouvoir démocratique peut le faire aussi. Non, dans notre contexte, ce n'est pas des gens qui viendront aux affaires, qui ont d'autres bilans, d'autres agendas cachés, qui vont faire ça. Merci beaucoup à vous. C'est très intéressant de vous suivre, mais malheureusement, nous sommes pressés par le temps. On sera obligé de vous couper pour cette fois-ci, de vous interrompre. On va se retrouver à d'autres occasions pour en parler, certainement. Alors, on va terminer sur le sujet concernant ces sanctions de la CEDEAO avec Ibrahima Kane à Dakar. Alors, Monsieur Kane, la CEDEAO, fondamentalement, est-ce que à part cette force antiterroriste qu'elle est en train de monter, elle ne doit pas revoir son mode de fonctionnement compte tenu des nouveaux enjeux qui ont cours dans la sous-région? Bien évidemment, Karl, la CEDEAO est à la croisée des chemins. Et si vous lisez le document que la CEDEAO a produit l'année dernière, qui s'appelle l'Afrique de l'Ouest Vision 2050, vous verrez que la CEDEAO elle-même est tenue vraiment est obligée de changer non seulement de structure, de méthode de travail et d'objectifs. La population en Afrique de l'Ouest sera la plus importante en Afrique. Dans une vingtaine d'années. Dans une vingtaine d'années, les 3/4 de la population de la CEDEAO seront que des jeunes. Et ne serait-ce que pour prendre ces éléments-là, la CEDEAO est obligée de se transformer. Deuxième élément important, on est dans une région qui est la plus instable du continent. Aujourd'hui, Karl, un citoyen de la CEDEAO sur 10 vit de l'aide humanitaire. Ça, c'est des choses sur lesquelles la CEDEAO est obligée d'apporter des réponses. Et donc, ces réponses-là seront des réponses qui vont permettre à la région de gérer ces situations. Vous savez, on parle beaucoup de terroristes dans la région, de terrorisme dans la région, mais à y regarder de très près, si les situations au Mali, les situations comment dirais-je encore, au Burkina, au Niger. Dans une moindre mesure, les situations au Togo, les situations au Bénin, c'est aussi des questions de gouvernance. C'est aussi, même au Sénégal, c'est aussi des questions de gouvernance. Et donc la CEDEAO doit pouvoir apporter des réponses. Et pour ce faire, la CEDEAO doit avoir une structure forte, une structure qui n'est pas celle de la commission d'aujourd'hui. Parce que la commission d'aujourd'hui ressemble plus à un secrétariat normal qu'à une structure chargée de porter les projets de la CEDEAO, chargée de mettre en branle, c'est-à-dire de faire en sorte que tout ce que la CEDEAO décide soit appliqué. Donc il y a tellement de décalage entre ce que la réalité demande et ce que la CEDEAO propose, qu'inéluctablement la CEDEAO est obligée de changer, de revoir profondément sa copie. C'est ça. Merci infiniment à vous, Ibrahima Kane. Vous êtes un spécialiste sénégalais des organisations communautaires africaines dans la CEDEAO. Merci d'avoir été parmi nos invités dans ce numéro de Affaires régionales. Je rappelle que vous étiez avec le Malien
Mamadou Malik Kasso, qui est lui économiste, enseignant-chercheur et analyste politique pour discuter de ces sanctions, de ces nouvelles sanctions de la CEDEAO contre le Mali, contre les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, des dirigeants qui sont des militaires issus de coups d'État. Chers internautes de BNews, cette émission se poursuit. On va se retrouver dans quelques instants au Burkina Faso et ce sera pour parler de cette polémique qu'il y a eu autour de la réinhumation des restes du président Thomas Sankara et de ses compagnons. La cérémonie s'est déroulée jeudi à Ouagadougou sans les membres de la famille Sankara. On en parle dans quelques instants.